Sur Reddit, vous pouvez littéralement trouver tout ce que vous voulez. Bon, après, je pense qu'on sait à peu près tous comment ça fonctionne. Le forum est divisé en subreddits, des sortes de petites communautés où parfois se cachent des pépites de l'humanité, comme la section NSFW de r/I'm sorry John. S'il vous plaît, je vous conseille vraiment pas d'y aller. Bref, bien qu'il y ait des choses bizarres, il y a aussi des endroits super wholesome. Et beaucoup de gens viendront vous aider si vous en avez besoin. On se retrouve alors sur le subreddit r/relationship advice, là où des personnes viennent demander des conseils pour leur vie amoureuse. Bienvenue sur les nébulosités d'internet et aujourd'hui on va explorer la descente aux enfers de l'utilisateur you/Jason in Hell. Le 28 octobre 2016, you/Jason in Hell partage un post qui s'intitule « J'ai 30 M, du mal à passer outre le fait que ma femme 29F m'a trompé avec notre voisin 51M ». Aujourd'hui, ce post a disparu, mais avec la magnifique invention qu'est la Wayback Machine, on peut le retrouver tel qu'il a été posté ce jour-là. Je ne vais pas vous le lire, je vais plutôt à peu près expliquer ce qu'il nous a dit. Jason nous confie que ça fait 476 jours depuis que sa femme l'a trompé avec leur voisin. Et à chaque fois qu'il essaye d'oublier, il se dit « Ok, ça fait X temps que ça s'est passé, aujourd'hui je vais aller mieux ». Et du coup, c'est pour ça qu'il sait le nombre de jours exact depuis lequel sa femme l'a trompé. Il passait énormément de temps à travailler parce qu'il avait reçu une promotion et d'autres petites responsabilités au taf. Et c'est là que il remarque que sa femme, elle devient un peu plus distante et qu'elle est trop souvent devant son téléphone. Et le truc le plus bizarre pour lui, c'est qu'elle y avait mis un code alors que avant, elle n'en avait pas du tout et il avait 100% accès à son téléphone. Et quand il l'a confrontée pour lui demander pourquoi est-ce que tu as mis un code, elle lui a répondu que c'était parce qu'elle lui préparait son cadeau de la fête des pères et qu'elle ne voulait pas qu'il découvre ce que c'était. Mais le truc, c'est que elle-même, après littéralement une semaine qu'il lui demande pourquoi est-ce que tu as mis un code, elle lui a dit qu'est-ce que le cadeau était. Parce qu'elle se sentait coupable de garder la surprise. Le cadeau, c'était que leur voisin qui est prestataire, donc une personne qui fournit un travail ou un service, était en train de lui construire un home office. Quelques semaines plus tard, Jason décide de prendre le téléphone de sa femme pendant qu'il était déverrouillé et commence à lire les messages qu'il y avait entre elle et le voisin. Et là, il trouve des trucs du genre « Je suis couverte de glaçage, tu veux bien le lécher ?» Ok. Après ça, Jason, lui, il est furax, il installe un système anti-vol en fait sur le téléphone de sa femme. Donc il peut voir depuis son ordinateur tous les messages, tous les appels, il peut littéralement savoir tout ce qui se passe sur le téléphone de sa femme. Et en plus, leur voisin, lui, passait de plus en plus de temps chez eux, alors que le home office n'avançait absolument pas. Un jour, le voisin est venu passer la soirée avec son fils et sa copine. Du coup, après avoir mangé, les enfants, eux, sont partis en haut et Jason et sa femme sont restés avec les voisins dans le salon en train de discuter. Les femmes, après, elles se sont dit « Ok, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas regarder un film ?» Et ce film-là, c'était Magic Mike XXL. Et les hommes ont décidé de rester à la maison pour s'occuper et garder les enfants. C'est à ce moment que Jason se connecte sur son ordi et commence à lire les messages que sa femme est en train d'échanger avec le voisin qui est, je vous rappelle, juste en face de lui. Et bien évidemment, les messages sont à caractère sexuel. Elle écrit au voisin de regarder son snap et au même moment, Jason reçoit un snap aussi de sa femme et quand il l'ouvre, c'est elle en train de se masturber dans les toilettes du cinéma. T'es à moi maintenant. Je l'ai toujours été et tu le seras toujours. Voilà ce que les deux se disent devant les yeux furieux de Jason in Hell. Du coup, quand les deux femmes reviennent du cinéma, Jason leur demande de s'asseoir. Et il sort un magnifique « Alors comme ça vous vous aimez ?» et balance toutes les preuves alors que les deux nient en bloc en face de lui. La copine du voisin, elle donne son avis et elle dit que ce n'est pas si sérieux s'ils sont pas encore passés à l'acte et que la relation entre Jason et sa femme est beaucoup trop belle pour que ça s'arrête juste sur ça. Bien évidemment, après que les voisins soient partis, Jason et sa femme, ils se sont engueulés tout le week-end. Et c'est après ça, le lundi qui suit, qu'il a reçu un message de sa femme lui disant qu'elle allait tout expliquer aux enfants. Et c'est là qu'il réalise que sa femme est prête à tout pour détruire leur famille. Quand il rentre chez lui, les enfants, ils sont en pleurs parce que du coup, leur mère leur a dit qu'elle devait partir et que les enfants devaient venir avec elle parce que papa était fâché contre maman. Et quand son fils a dit qu'il voulait rester avec son père, elle lui a dit « Non,
tu ne peux pas. Et là, Jason, il la supplie de rester parce qu'il voulait ne pas faire de mal aux enfants en fait. Et elle lui dit ok, mais il va devoir s'excuser auprès du voisin. Et Jason le fait. Et ça me ronge parce que après tout ça, elle a quand même envoyé des nudes aux voisins. Très peu de temps après tout ça que se soit passé, donc toutes les engueulades. Et son excuse, c'était qu'elle voulait les envoyer à Jason, mais qu'elle s'était trompée de numéro. Ce post a fait beaucoup de bruit à l'époque et la plupart des gens sur Reddit profitent de l'anonymat que le forum apporte pour ne pas être très très sympathique. Bien que cette situation soit assez commune mais surtout triste, les avis n'étaient pas tous gentils. Donc ta femme te trompe, te convainc de rester, te convainc de la supplier à la reprendre, te convainc de demander pardon et de rester pote avec son amant. Est-ce qu'elle s'est excusée ou a montré en cas remords ? Non, bien sûr que non. Elle n'a pas un mari, elle a un paillasson. T'es idiot de rester avec elle. Tu apprends quoi à tes gosses ? Que ton fils soit une tapette comme son père ? Comment est-ce que tu peux avoir aussi peu de respect pour toi-même et tes enfants ? Fais-toi pousser des couilles et divorce cette chienne. Tu es une pauvre excuse, un faux homme. Elle le baise toujours et si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Parce qu'elle sait que t'es son petit chien maintenant. Mais fort heureusement, beaucoup de gens étaient prêts à lui donner des conseils moraux et légaux. Monsieur le dude lui dit « Tu essayes de naviguer tout seul et tu as besoin de thérapie le plus tôt possible. Tu aurais dû faire ça il y a des mois. Les menaces de ta femme n'ont aucun poids jusqu'à ce que tu reçoives une opinion professionnelle et légale concernant un divorce. » Le 1er novembre, donc 4 jours après le post initial, /Jason in Hell poste à nouveau. Et cette fois-ci, c'est la réponse que tout le monde attendait. Au lieu d'essayer d'arranger quelque chose qu'elle ne veut pas arranger, elle a refusé la thérapie de couple plusieurs fois dans le passé, même avant ces événements. Je vais prendre mes enfants et partir. Je rencontre un avocat cette semaine. Merci à tous de m'avoir aidé à voir que j'avais la tête aussi profondément dans mon cul. Comme le compte a été supprimé également, c'est assez compliqué d'avoir des updates linéaires par rapport à la situation. Du coup, beaucoup de gens pensent qu'après avoir pris contact avec un avocat, Jason a continué sa vie en dehors d'Internet. Le 21 novembre 2016, /Jason in Hell revient avec une nouvelle que cette fois-ci, personne ne s'attendait à voir. Le titre était juste « Merci ». J'aimerais dire un sincère merci pour les conseils et le support que j'ai reçus ici. Personne n'aurait pu prédire la tragédie qu'a entraîné mon divorce. Vous offrez un service merveilleux pour ceux qui en ont besoin et j'espère que vous continuerez dans le futur. Ce post est accompagné de 2 liens. Le premier mène vers un GoFundMe et le deuxième mène vers un article de The Indie Channel. Une mère reçoit 2 chefs d'accusation pour les meurtres de ses 2 enfants. Brandy Worley est née le 10 novembre 1986 et elle passe la plupart de sa vie dans la petite ville de Darlington en Indiana. C'est en août 2009 qu'elle se marie avec Jason Worley que nous connaissons sous le pseudo de /Jason in Hell. Certaines personnes qui la connaissent la décrivent comme silencieuse. Elle n'est pas associable ni timide, mais juste si elle était dans un groupe, ce n'était vraiment pas le centre de l'attention. On ne sait pas grand-chose sur son passé ou même sa vie en général, parce que Darlington c'est une toute petite ville. Et qui dit petite ville, dit très peu de couverture médiatique. Petite affaire locale, peu d'infos sur les protagonistes et antagonistes. Ce que l'on sait en revanche, ce sont les derniers instants du drame de la famille Worley. On est le 16 novembre 2016. Le jour précédent, Jason est parti voir un avocat et il a démarré le processus de divorce. Les enfants sont partis à l'école ce jour-là et la petite Charlie Worley de 3 ans avait un spectacle de danse en début d'après-midi. Après être rentrés à la maison, Brandy, Tyler, leur fils de 7 ans et Charlie sont partis au Walmart de la ville d'à côté. Sous prétexte que c'était pour acheter, vous savez, ces petites choses pour nettoyer les pailles, des sortes de petites brosses comme ça. Et c'était pour un projet d'école pour l'aîné. Pourtant, c'est là qu'elle achète un couteau de combat Ka-Bar. Elle le cache dans la chambre de Tyler et poursuit le cours de sa journée. Quand Jason rentre du travail assez tard, Brandy lui dit qu'il pourrait dormir sur le canapé du salon. Et lui, il refuse et il décide de partir avec un matelas gonflable dans la cave. Dans la nuit du 17 novembre, Brandy prend au-dessus de la dose recommandée de Benadryl. C'est un sort d'anti-allergène aux États-Unis. Vous savez, c'est des petites pilules roses, je pense qu'on a déjà vu tous, et c'est très connu aux États-Unis. Alors que le père de famille dort en bas, Brandy dit à son fils de 7 ans de la suivre dans la chambre de sa petite sœur sous prétexte qu'il y aurait
une soirée pyjama. À partir de maintenant, je vous préviens, ça devient assez horrible. Donc si vous ne voulez pas entendre les détails, je vous mets un petit timestamp. Elle sort son couteau et poignarde son fils de 7 ans au cou à plusieurs reprises. Sa fille se réveille en entendant les bruits et elle lui demande « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Et sa mère lui répond de retourner dormir. Après ça, elle laisse le corps de son fils au sol et se met également à poignarder sa fille dans le cou, ce qui la tue sur le champ. Ensuite, elle appelle sa mère au téléphone avouant son crime et essaye en vain de se trancher la gorge. Mais c'était sans succès. Elle reprend son téléphone et compose le 911 et voici l'appel. 911, where's your emergency? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Randy Worley. And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid. Okay, are you bleeding? Yeah, there's blood everywhere. Pendant l'appel, Worley, elle est tellement sereine, comme si un peu c'était un cas lunar. Mais bon, elle était sous l'influence d'un médicament et elle avait perdu beaucoup de sang en essayant de se suicider. Même si je n'ai absolument pas envie de la défendre, il faut reconnaître qu'elle n'était pas dans son état normal pendant cet appel. Sa mère arrive donc, la mère de Worley, et elle pensait que tout était faux du coup. Mais c'est quand elle voit le corps de ses 2 petits-enfants qu'elle se met à crier et c'est ce cri qui réveille Jason qui lui dormait toujours en bas dans la cave. Et c'est là qu'il découvre tout ce qu'il s'est passé sans qu'il n'entende quoi que ce soit. Brandy le regarde directement dans les yeux et lui dit « Tu ne pourras plus me prendre les gosses maintenant. » La police arrive à leur domicile dans les alentours de 4h30 du matin. Elle est admise au Indiana University Health Methodist Hospital. C'est très compliqué à dire, c'est très long. Et les corps des 2 petits sont emportés au Terre Haute Hospital. Les autopsies ont été faites là-bas, mais bien évidemment, on n'y a pas accès. En tout cas, personnellement, je n'ai trouvé aucun dossier qui a été rendu public. En plus, donc on y est, tous les articles qui ont été écrits par rapport à cette histoire, c'est presque tous des copier-coller. Bref, après son hospitalisation, Brandy est amenée dans une toute petite prison de la ville, là où elle va attendre son procès. Et au début, elle plaide non coupable. Puis c'est en 2018, donc quand même 2 ans après les faits, qu'elle plaide enfin coupable pour meurtre. Elle reçoit un compte de 55 ans pour la mort de son fils et 65 pour celle de sa fille. Elle ne pourra être libérée qu'en 2106 et franchement, tant mieux. Après la mort de ses enfants, notre Jason Inhale garde quand même son compte actif pendant un petit moment. Il répond aux gens assez fréquemment sur tous les posts qui parlent de son cas. Il nous avoue plusieurs choses d'ailleurs, comme le fait que la mère de Brandy a créé un GoFundMe à l'effigie des enfants pour récolter de l'argent pour son ex-femme, pour se financer elle-même ou alors les frais médicaux et légaux. On y voit aussi que la télé a interviewé le voisin, ce même voisin qui a causé la dégringolade de cette famille. Et lui, il parlait comme si il avait rien à voir avec l'histoire. Il s'était complètement détaché, mais bref, on voit bien les gens sous leur vrai visage. Bien que pour certaines personnes, ça pourrait paraître néfaste de rester sur Reddit, eh bien pour Jason, c'était comme un exutoire. Lire à propos de ça sur Reddit est assez dissociatif, et ça me permet de voir ma situation de manière objective, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Ça m'aide, parce que honnêtement, je ne sais pas quoi ressentir. Même si je les ai enterrés aujourd'hui, je m'attends toujours à les voir rentrer. L'histoire de Jason est un rappel que derrière chaque histoire en ligne se cachent des vies réelles. Et elles sont souvent bien plus complexes qu'on pourrait l'imaginer. Pour moi, c'est quand même assez important de s'y dissocier d'une certaine manière, mais il ne faut pas oublier que même dans l'anonymat, certaines personnes seront prêtes à pouvoir vous aider et à vous tendre la main. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette bien triste et courte histoire. Il y a beaucoup de choses extrêmement étranges qui se passent sur Reddit et je vous assure qu'on va explorer tout ça ensemble. Passez une très bonne journée ou soirée. La bise!